Tout avait commencé dans cette petite maison aux volets décolorés, dans un quartier ouvrier en bordure de ville, là où les lampadaires clignotent la nuit comme pour signaler que même l'électricité hésite à rester. Inès et Léa étaient cousines, mais tout les opposait. Inès, la fille unique d'un couple aisé, avait grandi dans le confort, les voyages, les cadeaux, les anniversaires en grande pompe et les écoles privées. Léa, elle, était la fille d'un père disparu trop tôt et d'une mère qui faisait des ménages dès l'aube pour nourrir ses enfants. Elles avaient partagé quelques étés d'enfance, des jeux dans la cour de la grand-mère commune, mais très tôt, Inès avait pris de haut cette fille aux vêtements trop petits et aux cheveux mal coiffés. Les moqueries avaient commencé vers l'âge de 12 ans. Tu portes encore les chaussures de l'an dernier. Tu connais même pas la mère. Ta mère travaille où déjà? Ah oui, chez nous. Ce mépris, déguisé en sourires acidulés, avait blessé Léa plus qu'elle n'aurait su le dire. Elle avait appris à se taire, à encaisser, à répondre par un demi-sourire ou un haussement d'épaule, tout en creusant au fond de son âme une promesse silencieuse. Un jour, tout changera. Inès ne la voyait que comme une parente lointaine, une figurante dans sa propre pièce dorée. Puis vint le lycée, où Léa, malgré l'absence de moyens, brilla. Elle lisait en cachette, elle posait 1000 questions aux professeurs, elle dévorait les livres usés que d'autres jetaient. Elle obtenait les meilleures notes sans jamais se vanter, tandis qu'Inès, entre soirées, petits copains et shopping, vivait déjà comme une bourgeoise en devenir. Le fossé se creusait, et pourtant, Inès continuait de lancer ses piques. Tu veux faire quoi plus tard? Avocate? Mais il faut faire de longues études, tu sais. Ou encore, tu travailles pendant les vacances? Oh, moi je pars à Dubaï. Léa, silencieuse, accumulait, digérait, transformait tout cela en carburant. Après le bac, Léa décrocha une bourse prestigieuse et intégra une grande école de commerce. Elle enchaîna les stages, se spécialisa dans les marchés émergents, fit des allers-retours entre Paris, Dakar, puis New York. Elle comprenait les dynamiques économiques comme personne, elle écoutait, elle observait, elle bâtissait lentement son empire. Inès, de son côté, après quelques tentatives dans des écoles privées où elle échoua à briller, se fit embaucher dans l'entreprise de son oncle, grâce à son nom, son allure, et ses relations. Elle gravit quelques échelons par piston, affichant une confiance bruyante et une ignorance polie. Pendant ce temps, Léa créa sa propre boîte de consulting international. Elle investit dans des startups africaines, lança un fonds éthique, se lia à des partenaires puissants. En 5 ans, son nom circulait dans les cercles qui comptaient. Elle devint cette femme à la fois discrète et redoutée, qu'on invitait aux conférences et qu'on écoutait en silence. Un jour, alors que sa société ouvrait une filiale à Paris, Léa racheta, sans tapage, une petite entreprise en difficulté, celle où travaillait Inès. Le rachat fut stratégique, rapide, chirurgical. Les employés ne comprirent pas tout de suite, mais des changements de direction furent annoncés. Inès, persuadée d'être protégée, arriva le lundi suivant dans son tailleur pastel, le menton haut, jusqu'au moment où la nouvelle PDG entra dans la salle de réunion. Léa. Élégante, sobre, imposante sans arrogance. Les regards se tournèrent vers Inès qui blêmit. Elle ne sut s'il fallait sourire, feindre l'enthousiasme, ou disparaître sous la table. Certains postes vont être redéfinis, annonça calmement Léa. Puis, en croisant les bras, et d'autres, supprimés. Le soir même, Inès recevait un courrier officiel, licenciement pour réorganisation stratégique. Pas un mot de plus. Aucune justification personnelle. Juste une décision froide, professionnelle, mais profondément symbolique. Inès tenta d'appeler. Pas de réponse. Elle envoya un mail. Je pense qu'il y a erreur, Léa, c'est moi, ta cousine. Léa répondit simplement. Je me souviens de toi. Bonne continuation. Pour la première fois, Inès comprit que le mépris laisse des traces, et que la roue tourne, parfois dans un silence glacial. Léa, elle, n'avait rien oublié. Pas les moqueries, pas les humiliations déguisées en plaisanterie, pas les après-midi à faire semblant de ne pas être blessée. Elle n'avait pas agi par vengeance, non, mais par nécessité. Et parfois, la justice ressemble à une simple signature en bas d'un document. Dans les mois qui suivirent, Inès disparut peu à peu des cercles qu'elle aimait tant. Léa, elle, continua d'investir, de grandir, de tendre la main à ceux qui, comme elle autrefois, savaient transformer la honte en force. Elle ne parla jamais publiquement de cette cousine. Elle n'avait pas besoin de le faire. Les actes, eux, parlaient assez fort. Vous avez dit. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car une humiliation, même silencieuse, laisse toujours des échos dans les couloirs du passé. Inès, après avoir quitté l'entreprise par la petite porte, tenta de rebondir. Mais son nom ne brillait plus autant qu'avant, et son CV, une fois lavé du vernis des relations, apparaissait creux.
Les recruteurs ne s'y trompaient pas, compétences superficielles, manque de résultats, arrogance perceptible dans ses entretiens. Elle erra quelques mois, d'abord dans des cabinets de conseil qui la prenaient pour des missions sans lendemain, puis dans des petits postes de communication qui ne lui ressemblaient pas. Chaque matin devenait un combat contre elle-même, contre ce miroir qui ne reflétait plus l'image dorée qu'elle s'était forgée. Les regards avaient changé, elle n'était plus la fille brillante d'eux, mais simplement une ancienne cadre sans poste fixe. Quant à Léa, elle poursuivait sa route avec une vision calme et implacable. Son entreprise, maintenant présente dans 6 pays, formait des centaines de jeunes issus de milieux modestes, leur offrant ce qu'elle-même n'avait jamais eu, un mentorat humain, une chance de réussir, et surtout, la certitude de ne pas être seule. Elle voyageait souvent, mais chaque année, elle revenait dans la maison de son enfance, là où tout avait commencé. Elle racheta même cette vieille bâtisse aux volets décolorés, la rénova sans ostentation, gardant les souvenirs intacts. C'était là, dans ce petit salon autrefois étouffant, qu'elle recevait désormais des invités de marque, qu'elle signait parfois de grands contrats, pour rappeler à tous, mais surtout à elle-même, que la grandeur ne dépend pas de l'adresse, mais de la trajectoire. Un jour, par un hasard presque cruel, Inès assista à une conférence professionnelle dans un salon parisien. Elle n'était qu'invitée d'une start-up, reléguée à la gestion logistique du stand. Léa, elle, était l'invitée d'honneur. Quand elle monta sur scène, l'auditoire se leva. Les caméras l'entouraient, les flashs crépitaient. Inès, dans son badge d'assistante, la vit s'approcher du pupitre et parler de son parcours. J'ai appris que la douleur du rejet est une force puissante, si on sait la transformer. On peut soit plairer, soit bâtir. Une phrase qui frappa Inès comme un écho du passé, un miroir tendu sans nom. Après la conférence, Inès tenta de l'approcher, comme on cherche un dernier mot, une issue. Mais le garde du corps refusa l'accès. Léa l'aperçut de loin. Elle ne fit aucun geste. Ni haine, ni pardon. Juste une absence absolue. Et c'était peut-être ça, le plus cruel des jugements. Inès sortit du bâtiment, sous une pluie fine, trempée sans parapluie. Elle s'assit sur un banc, tremblante, réalisant que la vie lui avait donné une leçon que l'argent ne pouvait pas acheter. L'arrogance est une dette qu'on finit toujours par payer. Léa, pendant ce temps, remontait dans sa voiture avec chauffeur, relisant calmement ses notes pour son prochain rendez-vous. Elle n'était ni heureuse ni vengeresse. Elle était ailleurs. Loin. Libérée. Elle n'avait pas besoin que le passé s'excuse. Elle avait grandi au-delà. Le silence était son triomphe. Et dans ce silence, chaque mot d'Inès s'effaçait lentement, remplacé par le bruit léger de sa propre victoire. Avec le temps, Inès comprit que sa chute ne venait pas seulement de la réussite de Léa, mais surtout de sa propre attitude, de son arrogance et de son mépris passé. Elle se retrouva face à un vide personnel et professionnel qui la força à se remettre en question profondément. Peu à peu, loin des paillettes et des faux-semblants, elle commença à chercher ce qui pouvait réellement donner un sens à sa vie, à reconstruire son identité en dehors du nom et du rang. Pendant ce temps, Léa poursuivait son ascension, mais sans jamais oublier d'où elle venait. Chaque succès était teinté d'une volonté farouche d'aider celles et ceux que le monde avait laissés de côté, transformant ses épreuves en moteur d'empathie et de générosité. Un jour, par un concours de circonstances, Inès croisa à nouveau le chemin de Léa, non plus dans un cadre professionnel, mais dans une association qu'elles soutenaient toutes deux, dédiée à l'insertion sociale. Cette rencontre fut silencieuse, marquée par une reconnaissance mutuelle et une compréhension nouvelle. Les rancunes s'étaient dissipées, remplacées par une forme de respect fragile, née de la douleur et de la renaissance. Ainsi, leur histoire, loin d'être seulement celle d'une revanche, devint celle de deux cousines qui, malgré leurs différences et leurs blessures, apprirent à voir au-delà des apparences, à s'élever par-delà les jugements, et peut-être, à bâtir un futur plus juste, ensemble ou séparément.